Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la Paracha de la semaine, Paracha Tetzavé, en exclusivité pour Torah Box. Cette semaine, un remaniement ministériel. Les insultes de Serge Aurier au Paris Saint-Germain. Mort du juge Scalia de la Cour suprême américaine. Une 9e planète dans le système solaire ? La semaine en France a été marquée par un remaniement ministériel au sein du gouvernement de François Hollande, avec comme grande modification l'entrée au gouvernement des écologistes, 3 ministres écologistes, la sortie du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, remplacé par l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, chose assez particulière dans la Ve République. Et parallèlement à ça, l'entrée très remarquée d'Audrey Azoulay, la fille du proche conseiller marocain André Azoulay, qui remplace Fleur Pellerin à la culture. Alors c'est très intéressant de voir la cérémonie d'investiture qui a eu lieu cette semaine, avec une Fleur Pellerin qui a remercié chaudement les gens qui l'ont accompagnée à la culture. Fleur Pellerin, c'était un peu l'emblème du gouvernement, de cette jeune fille recueillie d'origine coréenne, qui est le modèle même d'ascenseur social, qui a été remerciée et remplacée par Audrey Azoulay, énarque, fille donc d'André Azoulay, André David Azoulay, le proche conseiller économique du roi du Maroc. Et les journaux se sont beaucoup attardés sur l'heure de remerciement de Fleur Pellerin face en face aux 3 minutes d'Audrey Azoulay qui a pris place avec différentes cérémonies d'investiture. Et c'est principalement ce qu'on voit dans la paracha de la semaine. Paracha Tetzavé explicite en premier lieu les vêtements qu'il fallait donner aux Kohanim et au Kohen Gadol. 4 vêtements pour les Kohanim, 8 vêtements pour le Kohen Gadol. Et finalement l'investiture des Kohanim et du Kohen Gadol, qui vont avoir comme fonction d'allumer la menorah, d'amener les sacrifices et de représenter pour le Kohen Gadol l'ensemble du peuple dans ses jugements et dans son rapport avec Hachem. Alors, la paracha explicite énormément le milouim, c'est-à-dire l'investiture. Milé et yado, c'est le fait de remplir la main de quelqu'un. Alors, Rashi explique qu'on donnait un chapeau, on donnait quelque chose pour montrer que on matérialisait le changement de gouvernance, on matérialisait la prise de fonction. Et c'est tout à fait cette idée de remaniement avec notamment de nombreuses polémiques autour de Fleur Pellerin qui était contre la presse cette semaine en disant qu'on avait mal interprété, on a été trop dur avec elle, etc. Mais le point clé, c'est que c'est très important en termes de crédibilité d'organiser l'intronisation de quelqu'un. Que ce soit dans une synagogue, un nouveau rave, que ce soit à tout moment de sa vie une nouvelle société, le fait de valider des places. C'est très important que les gens comprennent quel est le domaine de compétence et le domaine d'implication d'une personne à un poste donné. On a besoin d'avoir des postes. Voilà ce qu'on peut apprendre principalement de la paracha de la semaine et de ce remaniement politique effectué par François Hollande. La grande polémique sportive cette semaine, c'est Serge Aurier, le défenseur ivoirien, qui, dans un espèce d'enregistrement entre copains, a été interrogé sur son coach, qu'il a insulté, sur d'autres de ses coéquipiers qu'il a insultés. Vous imaginez bien que pour la cohésion d'un groupe, avec aujourd'hui l'exposition médiatique du Paris Saint-Germain, qui vise la Ligue des Champions, qui vise les plus hauts titres, on est aujourd'hui dans un imbroglio médiatique. Serge Aurier a été mis à pied, avec l'ensemble des questions éthiques du football et de la place des joueurs, après le scandale Benzema, les scandales des Bleus lors de la dernière Coupe d'Europe. Et l'idée que finalement, les joueurs représentent plus que leur place sur le terrain, qu'ils ont un rôle éthique. Et en fait, c'est très intéressant chez ce Serge Aurier,
qui est aujourd'hui peut-être dans la meilleure équipe du monde, c'est qu'au-delà de porter un maillot, il faut comprendre que le vêtement nous dépasse. Et c'est principalement pour ça que la Torah, quand elle décrit les vêtements des Kohanim, elle rentre dans les moindres détails. Il faut que chaque fil soit entremêlé, que chaque torsade soit positionnée à sa place. Et c'est des psukim et des psukim pour décrire les habits du Kohen Gadol. Parce que c'est fondamental. Parce qu'un homme doit comprendre sa place par le fait qu'il véhicule une image. Et c'est typiquement ce que n'a pas compris Serge Aurier. Et c'est la leçon qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyée cette semaine. À savoir l'importance du maillot. L'importance de qui on est, de quelle image on véhicule. Pourquoi? Car nécessairement l'extérieur impacte sur l'intérieur. Et on est finalement rendu responsable par son vêtement. C'est très intéressant de voir comment le meil, le manteau, le sous-vêtement manteau du Kohen Gadol, c'est terminé par des clochettes. Pourquoi? Pour que quand il marche, il se rappelle systématiquement, attention, ces clochettes me rappellent que je suis Kohen Gadol, et donc que je suis investi. Et si je suis investi, je suis responsable. Et ça qui est très difficile dans la vie, d'être responsable en permanence. Et c'est typiquement ce que nous enseigne la paracha de Tetzavé, à savoir que chacun à notre niveau, en tant que papa, en tant que mari, en tant qu'enfant, en tant que frère, en tant que sœur, on a justement des costumes à revêtir. Et dans chacun de ces costumes, il faut le porter, il faut que le costume il soit saillant, il faut qu'on respecte réellement le rôle et les fonctions qui sont liées au costume. Nouveau rebondissement dans l'élection américaine et l'organisation des primaires où Donald Trump fait toujours figure de favori pour les républicains et Hillary Clinton pour les démocrates. Et cette semaine, la mort du juge Scalia, un des juges principaux de la Cour suprême américaine. Alors, il faut savoir que la Cour suprême américaine est l'organe d'interprétation des lois vis-à-vis de la Constitution. C'est un peu entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel en France. Et ce qui est intéressant là, c'est que ce Scalia, qui était un néoconservateur, donc un juge connu pour ses positions extrêmement dures, qui vient de bloquer Barack Obama sur sa loi pour le climat, laisse énormément d'interrogations. Savoir comment il va être remplacé. Il doit être nommé par le président, avec l'aval du Sénat. Le Sénat est aujourd'hui républicain. Et donc on va rentrer encore une fois dans un blocage, dans un imbroglio incroyable sur les juges et sur la bonne conduite de la justice du pays. Alors ça, c'est à mettre en relief avec le Choshen Mishpat. C'est que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Saint des Saints, quand il portait l'ensemble de ses vêtements, il avait ce tablier, d'accord, dans lequel étaient insérées les 12 pierres qui correspondaient aux 12 tribus. En dehors de ça, il avait au niveau des épaules, il avait des pierres qui faisaient le lien avec son baudrier et sur lequel étaient gravés les 6 noms des 6 tribus, 25 lettres de chaque côté. Pourquoi? Pour qu'à chaque fois qu'ils se rendent au Kodesh HaKodashim, ils puissent, avec ce Choshen Mishpat, ce tablier des lois, ils puissent plaider la cause des Bnei Israël. Et on voit à quel point ce rôle de justice est fondamental. La Gemara dans Shabbat ramène que la plupart des malheurs dans le monde viennent du fait que les juges ne jugent pas comme il faut. Et donc, le principe c'est de dire que im yesh din lemata, en din lemala. Sous-entendu que si le jugement est bien fondé en bas, alors Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de s'en occuper en haut. Et donc, a contrario, si le jugement n'est pas fondé en bas, Hachem est obligé de s'en mêler. Et là, ça va être beaucoup plus complexe. Et on voit bien Akadosh Baruch Hu, ce petit clin d'œil, avec le décès de ce juge de la Cour suprême, à quel point finalement, on est dans des mondes où la justice est complètement politisée, où les choses sont extrêmement judiciarisées, où on attaque les gens pour un rien, on les met en examen pour rien, on détruit des réputations. Et de voir à quel point nos dayanim doivent être fermes et doivent impérativement respecter les règles d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les règles absolues de morale. Petite révolution dans le monde de l'astronomie, avec la déclaration de Mike Brown et Constantin Batygin, qui sont deux chercheurs reconnus en astronomie, le premier ayant déjà trouvé une planète par le passé, qui annonce que finalement,
ils imaginent qu'il y aurait dans le système solaire une 9e planète. Alors, c'est intéressant de voir que, historiquement, ça a très souvent fonctionné comme ça. Au-delà de l'observation, les scientifiques imaginent, conjecturent, posent l'hypothèse que, au vu des forces en présence, etc., il doit certainement y avoir un astre quelque part par ici. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour la planète appelée pour l'instant planète 9, qui serait à 30 milliards de kilomètres de la Terre. L'idée que, pour reprendre le mot de Gustave Bachelard, la science effectue des sauts épistémologiques. Ça veut dire que la science n'évolue pas de façon linéaire. Elle évolue au fur et à mesure de l'imaginaire des gens. D'abord, on suppose et on démontre. Et on démontre souvent de façon empirique et par hasard. Alors maintenant, je voudrais lier ça avec l'idée de ces parachutes qu'on est en train de lire, qui sont des parachutes extrêmement techniques, qui ressemblent plus à un plan d'architecte ou à un cahier des charges des plans quantitatifs de constructeurs. Pour expliquer en fait que quand la Torah rentre dans tous ces détails pour essayer de nous faire imaginer le positionnement des vêtements, le positionnement des tapisseries, etc., etc., en fait, la Torah veut absolument qu'on utilise notre imaginaire. Parce que ça aurait été très simple de faire un dessin, de faire un croquis. D'accord ? On voit ça parfois dans la Gemara qu'il y a des croquis. On aurait pu très bien faire dans chaque roumage des petits croquis, valider. Le problème, c'est que c'est impossible. De la même manière que la Gemara ne porte pas de points ou très peu de ponctuation, de la même manière, la Torah nous demande cette abstraction, nous demande de vivre la chose. Et le problème, c'est que si ça nous est donné, alors ça fiche notre imaginaire. Et si on fiche notre imaginaire, on ne peut pas découvrir de choses. C'est typiquement cette idée-là, la planète 9. Si j'arrive à l'imaginer, peut-être qu'après je vais la démontrer. Il y a un grand psychanalyste, chercheur en sciences humaines, qui s'appelle Bruno Bettelheim, qui a écrit Psychanalyse des contes de fées. Dans Psychanalyse des contes de fées, il écrit en fait comment dans Blanche-Neige, ou des contes de ce genre-là, les enfants sont capables de s'inscrire dans un principe de réalité. En fait, que la réalité devient figée par les contes de fées. Alors, il dit que c'est très intéressant d'un côté, parce que ça permet aux enfants de se désangoisser des choses, parce qu'ils arrivent à les limiter. Mais de l'autre côté, on a un grand danger. C'est que finalement, être marié, ça devient du Disney, Just Married, avec des petites casseroles derrière une voiture. Et donc finalement, notre imaginaire est bloqué. La Torah, dans toutes ces parachutes-là, nous demande d'imaginer. Quand elle dit à Moshe, regarde, la menorah, elle doit être comme ça. Imagine, casse-toi la tête. Parce qu'il y a comme ça qu'on acquiert la Torah. On acquiert la Torah à force d'effort, à force d'imaginer et de repenser les choses. C'est comme ça qu'on acquiert un bon shalom bayit, à force de repenser son couple. C'est comme ça qu'on réussit l'éducation de ses enfants, à force de se repenser et de les repenser. Et c'est tout ce qu'on se souhaite, Bezrat Hashem, de ne pas être figé et d'être capable d'imagination pour de nouvelles concrétisations. Shabbat Shalom.